Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin aussi nombreux pour cette première conférence de la 3e édition des Journées de l'éloquence. Après 2 années marquées par des thèmes relativement historiques, l'éloquence révolutionnaire puis l'éloquence dans la résistance, nous innovons cette année en nous intéressant à l'éloquence amoureuse. Et pour cette première journée, consacrée à Tristan et Iseult, nous avons décidé de nous intéresser à l'amour courtois. Ce pourquoi nous avons convié ce matin 2 invités qui pourront nous éclairer de leur lumière à ce propos. Tout d'abord, Madame Estelle Doudet, qui est professeure de langue et de littérature française à l'Université de Grenoble, dont les travaux portent sur les liens entre éloquence et politique, notamment au XVe et XVIe siècle, qui est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Un chrétien de Troyes, publié en 2009 aux éditions Talendier. Et également M. Michel Zinc, qui est médiéviste, écrivain, qui a occupé pendant 22 ans la chaire de littérature française du Moyen-Âge au Collège de France. Vous avez publié également de nombreux ouvrages, on peut citer par exemple Poésie et conversion au Moyen-Âge ou Tiers d'amour, un roman des troubadours. Donc cette notion d'amour courtois, de fin amour, comme on disait dans le temps, appelle de nombreuses interrogations. Comment la parole vient aux femmes par l'amour? Comment parlent les amoureuses? Comment les femmes parlent-elles d'amour par rapport aux hommes? Et sans plus tarder, pour défricher toutes ces questions, je vais céder la parole à M. Michel Zinc. Eh bien, merci, cher monsieur. Je suis très heureux et très touché d'être là. D'abord, l'idée de Journée de l'éloquence est une idée magnifique. La ville est remplie de grandes affiches. Enfin, on voit que c'est un événement considérable. Donc, mon cœur se dilate de fierté. Et d'autre part, après l'éloquence révolutionnaire et l'éloquence de la résistance, qui d'une certaine façon, je ne dirais pas, ce serait des obligeants, que ce sont des sujets qui vont de soi, mais on voit tout à fait la relation avec l'éloquence. L'éloquence amoureuse a à la fois quelque chose de séduisant et quelque chose de problématique. Parce que on ne peut pas s'empêcher de se poser 3 questions. D'abord, est-ce que l'amour fait vraiment bon ménage avec l'éloquence? Ensuite, est-ce que l'amour fait bon ménage avec la poésie, puisque nous devons parler ce matin, Estelle Doudet et moi, de la poésie courtoise? Et enfin, pour boucler la boucle, est-ce que la poésie fait bon ménage avec l'éloquence? Je reconnais que l'expression « faire bon ménage » est peut-être un peu malheureuse, parce qu'un bon ménage est une suite un peu popote de l'amour. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce que l'amour fait bon ménage avec l'éloquence? C'est une question qui mérite d'être débattue, et d'être débattue avec éloquence. La réponse ne va pas de soi. Vous n'aurez pas trop d'une semaine pour en tirer une conclusion. On met spontanément l'éloquence en relation, me semble-t-il, avec la séduction, plus qu'avec l'amour. C'est uniquement dans le domaine de la séduction que le mot baratiner s'emploie de façon transitive. On baratine une fille, sinon l'emploi est purement absolu. Et en plus, baratiner est un terme péjoratif. Ce qui convient à l'amour, semble-t-il, c'est le silence plus que l'éloquence. Il y a quelque part dans Colette, mais je ne sais pas où, elle parle comme ça d'un couple d'amants et elle dit ayant déclaré, enfin quelque chose comme ça, de mémoire, ayant décidé à temps qu'entre amants le silence est auguste, ils n'eurent pas à s'avouer trop vite qu'ils s'ennuyaient ensemble. Alors, donc ça, c'est problématique. Est-ce que l'amour fait bon ménage avec la poésie? À nos yeux, oui, c'est l'évidence. Quand nous pensons poésie, nous pensons amour. Quand on est amoureux, on écrit des poèmes. Comme Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Vos sonnets la font rire, évidemment, on lui écrit des sonnets. Mais cette évidence, c'est le Moyen-Âge qui nous l'a inculqué. Et c'est pourquoi nous sommes là, tous les deux, ce matin. C'est depuis le Moyen-Âge, et d'une certaine façon dans notre civilisation, seulement depuis le Moyen-Âge, que l'on associe spontanément la poésie à l'amour, et que l'amour est la grande affaire de la poésie.
Et l'amour que nous appelons courtois n'est pas seulement une création du Moyen-Âge, c'est une création de la poésie du Moyen-Âge. Cet amour existe dans une incarnation dans le langage poétique. Et tout le monde trouve que l'amour est la poésie. Dans Elpénor de Giraudoun, où Ulysse fait tourner le cyclope en bourrique, et alors il récite des vers, et le cyclope dit: quel est ce langage bizarre, élastique et trompeur, qui me donne l'impression de rouler sur la crête des vagues, puis d'enfoncer, et qui me chavire. Ce sont des vers, repartit Ulysse, et les femmes cèdent à qui les leur offre. Donc, non, c'est un moyen d'expression amoureuse et de séduction. Et enfin, la poésie fait un bon ménage avec l'éloquence. À nos yeux, non. Parce que pour nous d'aujourd'hui, du XXIe siècle, pour nous, depuis, si l'on veut, la révolution baudelairienne et rimbaldienne, le langage poétique ne se fonde pas sur l'art de la rhétorique. Ce sont deux arts différents. Mais encore une fois, cette antinomie est récente. Elle se fonde sur une conception moderne de la poésie. Et au Moyen-Âge, la conception de la poésie est à la fois proche tout de même de la nôtre, mais très différente. Et elle passe justement par une certaine idée de l'amour. Donc, en nous demandant à Estelle Doudet et à moi de parler de l'amour courtois avec son expression littéraire au Moyen-Âge, on nous a placés dans une situation compliquée. Nous devons à la fois montrer comment et pourquoi l'amour courtois est... Enfin, j'emploie cette expression, vous savez, qui est une expression du XIXe siècle, qui a été inventée par mon illustre prédécesseur au Collège de France et à l'Académie des Lettres, Gaston Paris. Au Moyen-Âge, on dit, en Languedoc d'abord, fin à mort, l'amour fin sire parfait, et fin comme l'or parfait et l'or fin épuré par le feu. Il y a cette image, finalement. Mais enfin, disons, amour courtois. Donc il faut montrer comment l'amour, et pourquoi l'amour courtois est une invention poétique et littéraire, quelle conception de la poésie il suppose, quelle place cette conception peut faire à l'éloquence, et quelle forme revêt au Moyen-Âge l'éloquence amoureuse dans la poésie et dans le roman courtois. Et accessoirement se pose, comme toujours, s'agissant de la littérature du passé, la question de la définition de la poésie. Puisque nous allons ce matin, dans notre champ à bébé, parler de poésie lyrique et de roman. Si ce qu'on appelle poésie, c'est la composition en vers, tous les romans français, ou plus largement en langue vernaculaire, du XIIe siècle, et beaucoup de ceux du XIIIe siècle, en relèvent. La prose littéraire apparaît tard. Si la poésie a une autre définition, laquelle et comment éviter de projeter anachroniquement sur une époque passée une définition moderne. Alors, l'amour devient au Moyen-Âge, je dis, la grande affaire de la poésie. Pourquoi au Moyen-Âge? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien une poésie d'amour dans l'Antiquité. Oui, mais comme on le sait, les grandes formes littéraires de l'Antiquité, comme dirait Aristote, c'est l'épopée et la tragédie, qui sont des formes poétiques qui ne font pas, qui peuvent contenir des éléments amoureux, mais qui ne sont pas centrés sur l'amour. Il y a même une poésie érotique ou élégiaque, qui est importante, mais qui est considérée tout de même comme un genre mineur. Et voilà qu'au Moyen-Âge, ça devient, et c'est encore pour nous, presque c'est le cœur de la poésie. Alors, il s'est passé, je vais dire deux mots de choses, c'est un de mes bateaux, enfin bon, c'est un de mes bateaux, mais comme personne ne m'a lu, personne ne sait, donc je peux me prêter un peu. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'Antiquité,
classique dans l'Antiquité grecque et romaine, l'Antiquité païenne, comme dans beaucoup de civilisations, la poésie est un médium du sacré. Le poète est inspiré par Apollon, par les muses, par les dieux. Il est agité par le thumos, dit-on en grec, l'espèce d'enthousiasme, ou par le furor poeticus, comme on dit en latin. Mais, et puis, la vaticination, le langage du vates, mot qui signifie à la fois poète et inspiré par les dieux, ce langage est un langage poétique justement inspiré par les dieux. Mais le Moyen-Âge est la première époque chrétienne, enfin, qui se modèle, qui est modelée par le christianisme. Or, dans une religion qui suppose que Dieu s'est incarné, que Dieu s'est fait homme, qu'il est allé corporellement en terre, comme on disait en ancien français. On sait donc ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, on a ses paroles, ça a été noté. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin, pour communiquer avec la divinité, de ce langage poétique. Au contraire, il est dévalorisé comme mensonger. Et mensonger, de toutes les façons, mensonger, justement parce qu'il est mis en rapport avec une religion qui est elle-même considérée comme mensongère, avec sa mythologie, avec la fable, ce mot qui désigne la fiction. Et le mot poésie, en latin médiéval, en ancien français, désigne souvent la mythologie, spécifiquement. Christine de Pisan, que Sédoudet connaît mieux que moi, emploie le mot poésie pour désigner son épître d'Otéa, qui est une de ses rares œuvres en prose. Elle n'emploie pas poésie pour mon œuvre, mais elle emploie pour l'épître d'Otéa, qui est une sorte de compendium mythologique. Et le mot poète désigne un prêtre païen. Pour dire un prêtre païen, on dit un poète. Rentrant les funérailles d'Hector, beaucoup de poètes ont célébré l'office. Et parce qu'on sait que ce sont des païens, non, ce n'est pas des prêtres, mais des poètes. Et alors, comme la poésie continue à exister, pour rendre compte de l'inspiration poétique, pour rendre compte du fait qu'on compose des poèmes, pour légitimer cette poésie qui serait sinon dévalorisée, comme langage menteur, et langage menteur aussi parce que c'est un langage orné. Voilà. L'évêque Isidore de Séville, au 7e siècle, dans ses étymologies généralement fantaisistes, sait très bien que le vers, ça vient de vertérer, revenir sur ses pas, ce qui est une vraie étymologie, et il appelle rapproche prose de prosum, pour prosum, en avant, en ligne droite. Dieu parle en prose. Bon. Mais donc, et on remplace cet enthousiasme religieux auquel on ne croit plus par l'enthousiasme venu de l'amour qui est au cœur du christianisme, pas l'amour-passion, pas l'éros, mais il faut quand même lui faire une place, et cette sorte d'inquiétude et de préoccupation autour de l'amour qui est à la fois tellement central et tellement marginal dans le christianisme, alimente la poésie. Mais et alors, comment se caractérise un langage poétique qui est en relation avec l'amour, qui est inspiré par l'amour? Pour la pause, je vais beaucoup trop vite, je dis, enfin bon. Et Estelle a le droit de m'interrompre si je dis des bêtises ou si je vais vous savez que les premiers poètes à développer, c'est les poètes qui inventent cet amour courtois et qui le chantent, les premiers sont les troubadours de Languedoc à partir des toutes dernières années du XIe siècle, avec une floraison jusqu'au milieu ou dans le dernier tiers du XIIIe siècle. Puis après, ça va. C'est donc leur poésie est essentiellement une poésie d'amour, et elle est fondée sur une représentation de l'amour qui est justement l'idée d'une contradiction. L'amour,
Il n'y a pas d'amour heureux, comme dit l'autre, il n'y a pas non plus d'amour malheureux, il y a toujours les deux à la fois. L'amour est un sentiment qui réunit en lui-même à la fois une sorte d'enthousiasme et de joie et une profonde souffrance. Il n'y a pas d'amour, si malheureux soit-il, qui naît son exaltation, et il n'y a pas d'amour, si heureux soit-il, qui naît son inquiétude. Et la définition du sentiment amoureux, c'est cette tension et cette contradiction. Et cette tension et cette contradiction sont liées aussi à la nature du désir. L'amour, c'est le désir va vers son assouvissement, désire son assouvissement, et c'est aussi que son assouvissement est sa mort comme désir. Donc il y a une sorte de désir de vie et de désir de mort dans le désir qui est contradictoire et qui ajoute ou qui est à la source de cette contradiction de l'amour. Comment rendre cela dans la poésie? Qu'est-ce qu'un langage poétique qui colle, si je puis dire, à l'amour? Comment se définir? Le Moyen-Âge a l'idée que le langage poétique doit ressembler à ce qu'il exprime. Par exemple, j'avais essayé de montrer à propos d'un poète plus tardif et dans un autre registre, de Rudebeuf, au XIIIe siècle, que Rudebeuf, qui se montre comme misérable et vicieux, il boit, il joue, il va à la taverne, il épouse une femme vieille, moche, laide, pauvre, etc. Qu'est-ce qu'il va devenir? Ah, il a besoin d'argent, il jeûne en se montrant misérable moralement et matériellement. Et pour cette poésie de la misère, est une poésie qui donne l'illusion de la simplicité. Ça, même quand elle est très habile, elle donne l'impression d'être écrite à la va comme je te pousse. Eh bien, de la même façon, un siècle et demi auparavant, les troubadours cherchent comment dire en poésie la contradiction de l'amour. Et c'est ce qui explique en partie ce qu'on appelle le trobarclus, la façon de composer hermétique, l'hermétisme de certains des troubadours, qui repose sur le recours à un langage rugueux, des monosyllabes, des mots avec des grappes de consonnes, une syntaxe torturée, soit des aplologies, soit des sinuosités, une difficulté du langage, et en même temps quelque chose de presque rebutant dans le langage, qui dit les contradictions de l'amour, qui dit ce qu'il y a de contradictoire, ce qu'il y a de douloureux au sein même de la joie amoureuse. Alors il y a à la fois tout de même une habileté, quelque chose qui séduit l'oreille, et quelque chose en même temps qui la heurte. Est-ce que je peux poser justement une question? Merci. Et donc là, vous décrivez le trobarclus, enfin, disons une forme d'écriture hermétique. Est-ce que les troubadours n'ont pratiqué que cela? Est-ce que l'amour, c'est seulement la contradiction? Ou est-ce que ça peut être le désir d'harmonie? Et est-ce que ce désir d'harmonie, il se dit aussi dans l'éloquence, ou du moins dans la poésie? Oh, la perfide, elle m'aide bien. En effet, le trobarclus, alors je dois avouer, est une sorte de mode poétique qui a duré assez peu de temps, pendant 2 générations de troubadours, à peu près, une génération à 20 ans, 30 ans. Et c'est un système qui n'a pas été repris par les imitateurs, d'abord qui n'a pas été cultivé par tous les troubadours. Il y en a d'autres, et certains troubadours revendiquent au contraire ce qu'on appelle le trobar léou, une façon de composer plus légère, de façon à être compris de tous, car il y a aussi dans le trobarclus l'idée d'une autre contradiction, qui est que la poésie d'amour
est la publication de l'intime. Un poème, l'amour est un sentiment extrêmement intime et qu'on doit garder secret. Et l'amant courtois doit garder secret le nom de sa dame. Mais en même temps, il compose des poèmes. Et donc ils sont pris dans cette contradiction et en composant des poèmes obscurs, ils espèrent n'être compris que de ceux qui sont dignes de les comprendre. Au contraire, les partisans du Trobarléou considèrent que la poésie est le bien commun de tous ceux qui la pratiquent ou qui la chantent. Et dans un dialogue poétique fameux entre Rimbaud d'Orange, partisan du Trobarclus, et Giraud de Mormeil, théoriquement partisan du Trobarléou, mais en fait leur manière poétique est très proche l'un et à l'autre, Giraud de Mormeil dit « Moi je suis content quand j'entends chanter mes chansons même par les femmes à la fontaine, hein, qui vont puiser de l'eau. » Mais là aussi, ça nous met au cœur, alors vous me direz que je le fais maladroitement, mais ça nous met au cœur de notre sujet, parce que c'est bien une question d'éloquence qui est en jeu. Dans ce conflit entre ces deux formes de langage, il y a d'une part, tous veulent être appréciés, hein, tous veulent être écoutés, tous veulent être chantés, puisque ce sont des chansons. Mais ceux qui veulent être chantés en feignant de ne pas vouloir l'être, et ceux qui jouent le jeu de la chanson, qui est que quiconque chante une chanson est en droit de s'identifier au jeu de la chanson, même si ce n'est pas lui. Ce conflit est, vous fournissez une transition, j'ai intérêt à avoir une transition, sinon. Ce conflit entre, ce conflit non, c'était des amis très très proches. Mais entre Giraud de Mormeil et Rimbaud d'Orange, nous le trouvons dans un poème dialogué. Et ce poème dialogué, ce genre de poème dialogué, s'appelle tenso en Languedoc, tenson en langue d'Oïl. Le latin, c'est le latin tardif tensare, qui existe encore dans le mot bien vieilli, tenser, gronder, réprimander. C'est un poème de querelle. Eh bien, vous voyez, c'est un poème dialogué entre deux poèmes, chacun écrivant une strophe. C'est un poème qui exige une forme d'éloquence, puisqu'il s'agit de convaincre l'autre. Et si je laisse ces développements ultérieurs, cette poésie courtoise, ces chansons courtoises, donc d'abord des troubadours, puis des trouvères de langue d'Oïl, puis des Minnesänger, les chanteurs d'amour en allemand, puis composés en Languedoc, d'abord par les Catalans, par les Lombards, en Italie du Sud, au moment des Angevins, puis passant dans les autres langues romanes, en galicien portugais, dans les langues d'Italie, etc. Donc, si je laisse ce développement pour me concentrer sur quelque chose qui relève vraiment de l'éloquence, eh bien, je tombe sur ces genres dialogués, qui sont ces genres poétiques dialogués qui ont vraiment recours à l'éloquence. Au Moyen-Âge, il y a une sorte de crise de l'éloquence, parce que l'éloquence antique est une éloquence soit judiciaire, soit politique, soit une éloquence d'apparat, une éloquence de l'éloge. Et au Moyen-Âge, l'éloquence, les conditions mêmes de la société font que l'éloquence judiciaire et l'éloquence politique ne jouent plus le même rôle que dans la cité antique, ou même dans l'Empire. L'éloquence d'apparat un peu, mais beaucoup moins. Ce qui reste, c'est l'éloquence de la chair, la prédication. Mais la prédication est beaucoup plus préoccupée par des questions de pastorale ou de théologie que par l'éloquence elle-même, parce qu'il faut bien persuader, convertir, mais ce n'est pas la même chose que de gagner un procès. Et donc,
ça se passe différemment. Tandis que dans un poème dialogué, où on pose une question et où chacun apporte une réponse, à ce moment-là, on est de façon brève, de façon particulière, puisque c'est un poème, mais dans des conditions qui sont proches de l'éloquence politique ou judiciaire. Simplement, c'est généralement, pas toujours, mais généralement, une éloquence de l'amour. Et on voit qu'un grand nombre, non seulement on va trouver, Estelle en parlera, toutes sortes de formes à la fin du Moyen-Âge qui font appel à cette éloquence de l'amour, non seulement elle joue un grand rôle dans le roman et dans les morceaux de bravoure des romans, mais on trouve beaucoup de formes lyriques, je parle ici du lyrisme, qui reposent sur une dramatisation éloquente. Toutes les chansons de rencontres amoureuses qui reprennent le vieux genre antique de l'oaristisme, les chansons de séduction. La pastourelle, le chevalier rencontre une bergère dans la campagne et lui fait des propositions. Et le sel du poème relève du contraste entre le chevalier qui, par dérision ou par vrai effort de séduction, parle à la bergère comme il parlera à une belle dame, et la bergère qui ne comprend pas ou qui fait semblant de ne pas comprendre pour ne pas se laisser entraîner dans ce jeu-là, et qui répond dans son parler simple. Ou bien c'est un genre, enfin oui, je dis en passant parce que Estelle m'a parlé de la voix féminine, ce sont des genres qui sont en continuité avec le genre le plus ancien de la lyrique romane et même méditerranéenne, beaucoup plus ancien que la poésie des troubadours. Et la poésie des troubadours a été une sorte d'innovation aristocratique s'imposant là-dessus, qui est le genre de la chanson de femme. Les plus anciens fragments ou poèmes que nous ayons même en latin tardif et vernaculaire, et dans les langues vernaculaires, ce sont des chansons dans lesquelles c'est une voix de femme qui se fait entendre, des dialogues entre femmes, une sorte de dialogue de l'amour. Mais comme je termine en revenant à mes poèmes dialogués et à deux aspects. D'une part, je m'organise mal parce que ça... non, parce que... Non. Bon, je sais bien, je suis mal organisé, mais c'est aussi pour la transition. D'une part, je disais que dans la poésie, il y a une sorte de conflit entre l'intime et le public, dans la poésie d'amour. Eh bien, il y a donc les chansons de celles du Moyen-Âge ne font pas exception à la règle. Le poète déplore de n'être pas aimé, analyse son amour, suppute sur les sentiments de celle qu'il aime, seulement s'il doit lui déclarer son amour, etc. Mais en même temps, ou parfois, il s'adresse directement à la femme aimée. Il s'adresse presque systématiquement ou souvent à la fin du poème, dans une sorte de pointe ou d'envoi. Et on a à côté des chansons des genres entiers, un genre entier qui est le genre de la lettre amoureuse en vers, ce qu'on appelle le salut d'amour. Et bien d'y en avoir une très belle édition, le salut d'amour français, non pas occitan, dans l'excellente collection Lettres gothiques. Et donc, ces saluts d'amour se présentent comme une lettre envoyée par l'amant à sa dame, mais une lettre qui est une lettre poétique, donc une lettre fictive. Si je vous écrivais, je vous écrirais cela, et je vous envoie le poème. Et dans cette lettre, à la fois il dit ses hésitations, il dit ses tourments, il lui demande de l'aimer, et il use de toutes les ressources de la rhétorique
pour la convaincre de façon directe ou détournée. Et en particulier, il décrit ses tourments. Et là, c'est en relation avec ce que va dire Estelle Daudet, parce que on voit dans ces passages comment le Moyen-Âge conçoit l'amplification. L'amplification qui est un des grands procédés de la rhétorique, l'amplification qui est longuement décrite par Quintilien, mais pour Quintilien, l'amplification, c'est l'approfondissement et c'est le fait de s'exprimer avec plus de violence. Au lieu, je ne sais pas, si on plaide pour un mari trompé par sa femme, au lieu de dire cette femme qui s'est mal conduite, on dit cette prostituée. Voilà un exemple d'amplification, selon Quintilien. Le Moyen-Âge comprend amplification comme l'allongement. Et il développe, il allonge. Et dans des cas de ce genre, on trouve très fréquemment, vous connaissez tous les 4 premiers vers, du livre 4 de l'Énéide. Il dit donc, restez seul, couve son chagrin et sa colère, et enfin elle va trouver sa sœur, etc. Il y a 3 vers et demi, les trois premiers vers et demi du livre 4 de l'Énéide. Eh bien cela s'est développé dans des dizaines de vers, très souvent. Par exemple, dans le roman d'Énéas, un des premiers romans, qui est précisément une adaptation de l'Énéide, eh bien, ces 3 vers et demi deviennent 40 vers. Et alors, dis donc, ne peut pas dormir, et elle repousse sa couverture, et elle se couche tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos, elle ne trouve pas la bonne position, et quand elle ferme les yeux, elle le voit, un instant elle est contente, mais non, c'est un rêve, etc. Et alors, ce genre de choses, on le trouve dans un des plus célèbres des saluts d'amour occitans, du poète Arnaud de Mareuil, où il développe exactement la même chose. Et on voit là un type d'amplification. Dernier exemple, et je m'arrête, soyez tranquille. Et je suis très tranquille, on sait. Non. Et je reviens à ces poèmes dialogués. Il y a un de ces poèmes, un genre de poème dialogué qu'on appelle le jeu parti. Partir, on peut être effectivement, ça veut dire partager. Vous connaissez peut-être le fabliau, le conte pieux, au moral de la housse, partie, la couverture partagée. Donc, on partageait un jeu, et on pose une question et on se la partage. Le premier poète, dans la première strophe, pose une question de casuistique amoureuse. Et il pose la question à un de ses collègues. Et le deuxième poète, dans la deuxième strophe, choisit la réponse qu'il veut. Mais le premier poète a l'avantage de la question, et l'avantage, il impose le schéma métrique et mélodique, naturellement, puisqu'il faut que le poème soit cohérent. Et puis, le suivant répond. Dans la deuxième strophe, le premier poète choisit la solution qui reste et la défend dans la troisième strophe, etc. On a, alors, ces questions, je dois dire, sont souvent burlesques ou un peu légères. Est-il plus glorieux de se faire aimer d'une femme qui a un ami qu'elle aime et dont elle est aimée, ou d'une femme qui n'a jamais aimé? Deux amants loyaux, l'un aime une femme qui lui accorde toutes les faveurs, l'autre une femme qui lui en accorde aucune. Les deux femmes le trompent, trompent chacune le sien, et se donnent à un autre. Lequel doit être le plus triste? Si vous étiez deux à aimer la même femme, préféreriez-vous avoir ses faveurs et que l'autre les eût aussi, ou bien qu'aucun des deux ne les eût? Si celle que vous aimez en aimait un autre, et vous demandez la permission de la laisser l'aimer pendant 1 an, en vous promettant qu'ensuite elle vous aimerait vous. Est-ce que vous accepteriez ou non? Si nous aimions tous deux la même dame, que vous en ayez joui fréquemment, que moi je sois sur le point de jouir d'elle, et qu'il nous faille tous deux renoncer définitivement à elle, lequel nous deux serait le plus à plaindre? Préférez-vous rêver chaque fois que vous êtes endormi
que vous tenez entre vos bras votre amie nue, prête à combler vos désirs, mais de toute votre vie ne rien obtenir d'elle, ou bien coucher réellement avec elle, mais une seule fois dans votre vie. Si celle que vous aimez vous permettait de coucher 10 fois avec elle, mais pas plus, est-ce que vous prendriez les 10 fois à la file, ou bien est-ce que vous les prendriez sur autre chose? Et alors, mon dernier exemple, et je termine là-dessus. La question est, que préféreriez-vous? Me voir sortir une nuit de chez votre ami au moment où vous y entrez, ou bien me voir y entrer au moment où vous en sortez? Et alors, je vous lis, enfin, bon, en traduction, la question, la solution qu'adopte celui qui est questionné, et comment celui qui a posé la question défend l'autre point de vue. Donc c'est entre Jean, un nommé en Arras, entre un nommé Jean Bretel et Jean Grivillet. Grivillet, si vous pensiez que j'aimais votre ami, dites lequel vous choisiriez, ou que je vous rencontre quand vous iriez de nuit lui parler, au moment où je sors, et où vous devriez entrer, ou quand vous en sortiriez, et que j'y entre tout joyeux. Alors l'autre répond, Seigneur Jean, sachez-le, si je n'avais pas peur de vous irriter, je refuserais de vous répondre, car je ne vois rien de bien dans aucun des deux. Mais par respect pour vous, Jean Bretel était d'un rang social supérieur, je vous réponds, j'aime mieux vous rencontrer au moment où vous devriez entrer, et moi où je m'en irais, déjà bien payé. Et alors l'autre répond, Grivillet, vous choisiriez le pire, car il souffre trop, celui qui est loin de son ami et qui laisse son ennemi. Vous souffririez 100 fois plus à imaginer le plaisir que je pourrais trouver avec elle que si vous me saviez partie d'auprès d'elle et que vous y demeuriez. Eh bien, de façon ridicule, comique, grivoise, tout ce que vous voulez, ce qui est la question posée ici est une question centrale de la poésie amoureuse et du roman d'amour au Moyen-Âge. C'est une poésie que l'on trouve, c'est une angoisse que l'on trouve constamment chez les troubadours, ce qu'on peut appeler une sorte de jalousie sexuelle, la jalousie de la jouissance de l'autre. Et deux cas, j'arrête de jurer. La plus célèbre chanson des troubadours, la chanson de l'Alouette de Bernard de Ventadour, quand veille laut et tam de joy, ça sera là, ce qu'elle raille, que son idée se passe, ça chase, par la douceur, j'ose pas vous chanter, par la douceur, qu'elle corde du maille, aïe là, ce qu'elle s'en veille, amène des coups à jalousion, mais ralia, ça caressait le corps, elle désirait mon faune. Quand je vois l'alouette agiter de joie ses ailes contre le rayon, à contre-jour, puis s'oublier et se laisser tomber pour la douceur qui lui vient au cœur, hélas, l'envie me prend de quiconque je vois jouissant, ces merveilles qu'à l'instant mon cœur me fonde de désir. Et vous voyez, cette image, à peine une image, cette alouette le poing dans le soleil, elle se laisse tomber, il ne pense pas à un suicide, c'est un geste suicidaire, voilà. Il pense à la petite mort, pas à la mort, à la petite mort, à la jouissance, et de la voir tomber comme ça le rend jaloux, envieux de quiconque il voit jouissant. C'est là la grande souffrance. Et puisque c'est la journée Tristan et Iseult, j'y viens enfin, cela apparaît, pour conclure, lorsque, dans le roman de Thomas d'Angleterre, vous savez que Tristan manie la cour du roi Marc, après avoir rendu Iseult la blonde au roi Marc, entre au service du seigneur de Carrère, en Petite-Bretagne, c'était avant les vieilles charrues, et il devient ami du fils du seigneur Caerdine. Caerdine a une sœur, Iseult Blanchemin, et il songe à l'épouser simplement parce qu'elle s'appelle Iseult. Et il y a un grand monologue dans lequel il se demande s'il doit épouser Iseult ou pas, Iseult Blanchemin ou non. Et ce qu'il décide à l'épouser, finalement, c'est ce raisonnement. Il se dit, voilà, j'ai rendu Iseult la blonde au roi Marc, et ils couchent ensemble. Et elle ne peut pas s'empêcher d'avoir de la jouissance avec un homme qu'elle n'aime pas. Eh bien, moi, je vais épouser Iseult Blanchemin
pour savoir ce que c'est que jouir avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Je veux connaître l'être, l'héroïne. Je veux savoir l'être de la reine, ce qu'elle éprouve. Enfin, je ne veux pas dire pénétrer en elle parce que ce serait malvenu en circonstances. Mais vous voyez l'effet que ça fait. Il épouse Iseult Blanchemin poussé par cette jalousie, sexuelle, enfin, cette jalousie de la puissance de l'autre. Et tout ce développement, et Dieu sait que Thomas manie l'éloquence, hein, tout ce grand développement dialectique, oui, non, oui, je l'épouse, non, je l'épouse pas, non, je ne peux pas faire ça, Iseult la blonde, oui, mais pourtant, etc., ça culmine là, et c'est cela qu'il décide à tort, puisque vous savez qu'au moment où il se retrouve le soir, en se déshabillant, il fait tomber l'anneau pour doter Iseult la blonde, et du coup, il ne peut pas consommer le mariage, et que Iseult Blanchemin, plus tard, traversant au galop une flaque d'eau et arrosée jusqu'en haut des cuisses, rit et dit « Cette eau est plus hardie que vous, ce qui entraînera les péripéties que l'on sait. » Mais enfin, bon, excusez-moi, c'est parti dans tous les sens. Merci. On va écouter quelqu'un de sérieux qui va vous apprendre. Allez-y. Merci beaucoup, mais avant de commencer, j'ai une question sur ce rapport de la poésie et de l'éloquence. Donc la poésie, ce n'est pas l'éloquence, et pourtant l'éloquence de l'amour passe par la poésie, il s'agit de convaincre. Il s'agit de convaincre ses compétiteurs, ses rivaux, ses petits copains qu'on a plus de jouissance qu'eux. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de convaincre celle dont on veut jouir? Oui, convaincre qu'on a plus de jouissance, non, parce que si vous arrivez à les convaincre que vous avez plus de jouissance, alors qu'est-ce que vous demandez? Vous avez plus rien à demander, on dit c'est très bien comme ça, si vous êtes... D'ailleurs, enfin bon, vous me direz que je m'avance sur des terrains glissants. Les troubadours le font, ils ont un faible pour le rêve érotique. Parce que comme le désir craint son assouvissement autant qu'il le désire, le rêve érotique est une sorte d'assouvissement obtenu mais décevant, qui ne tue pas le désir. Mais sinon, ils emploient leur trésor d'éloquence, non, pas pour dire qu'ils sont très bien comme ça, mais pour s'en persuader. Le mouvement classique d'une chanson, et alors là, pas seulement Troubadour, de tous ces poètes, c'est de dire comme traditionnellement ces chansons commencent par un début printanier ou hivernal. Le rapport avec la nature, c'est le printemps, l'herbe pousse, c'est la saison des nids, et moi je suis à l'unisson de la nature parce que je suis amoureux, ou bien moi je suis seul à être triste parce qu'elle ne m'aime pas. Mais très souvent, et en fait aussi souvent, et souvent dans les chansons les plus belles, c'est un début automnal ou hivernal. La bise souffle, les feuilles tombent, la neige couvre la terre, les oiseaux de terre, et moi j'ai chaud au cœur. Et très souvent, dans ces chansons, le mouvement est, voilà, moi j'ai chaud au cœur, parce qu'il peut faire froid, expression métaphorique, elle peut bien ne pas m'aimer, qu'elle fasse ce qu'elle veut. C'est comme dans Goethe, Wilhelm Meister, qu'est-ce que ça peut te faire si je t'aime? Moi, là vous avez raison, je me suffis, je l'aime et ça me suffit. Et c'est comme s'il faisait chaud, je suis heureux. Et alors ça dure quelques strophes, mais à la fin il y a toujours un retournement. Et à la fin il dit non, je ne peux pas continuer à venir, enfin, d'abord je simplifie et je dis bêtement, je ne peux pas continuer à dire ça, je souffre trop, il faut que j'avoue ma souffrance. Et en fait, je suis malheureux comme les pierres. Et donc, l'éloquence, puisque tout poème est un effort de persuasion, vos sonnets la font rire, on lui envoie des sonnets quand même, pour revenir à Rimbaud, eh bien, c'est de dire, je vous aime tellement que vous n'avez même pas besoin que vous m'aimiez. Elle pourrait se vexer. Enfin, et donc, le terminer en disant, non mais, c'est pas vrai, j'ai besoin de vous. Et c'est comme le modèle de la chanson d'amour médiévale, et c'est effectivement un modèle très éloquent. Merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup. Se vexent-elles lorsqu'on leur dit je vous aime, j'ai besoin de vous, et que répondent-elles à la poésie d'amour? Alors, on a vu que la poésie amoureuse, c'était une parole de la contradiction, et se pose aussi la question de la contradiction. Que disent les femmes lorsqu'on leur parle d'amour? Comment elles-mêmes parlent d'amour dans ce système, dans cet univers de l'amour courtois qui les met en position d'objet? Ce sont elles qu'on aime, ce sont elles à qui on parle au premier chef. Alors, pour ce petit parcours, et je remercie les organisateurs de m'avoir permis de prendre la position de celles qui répliquent, c'est-à-dire qui font écho à la poésie d'amour masculine, non pas celles qui contredisent, même si moi je ne vais pas contredire, mais celles dont je vais parler parfois contredisent le discours amoureux. Donc merci aux organisateurs de m'avoir invité à réfléchir sur ces rapports entre amour courtois, femmes et paroles. Et je vais accompagner ce petit parcours à la fois de dialogue et puis aussi entre nous, et puis aussi de présentation. Et je remercie la régie qui a la gentillesse de m'accompagner dans ces présentations. Alors, la première question peut-être qui se pose, c'est qui a parlé le premier, de l'homme ou de la femme? Non pas en contexte uniquement amoureux, mais d'une manière générale. Et c'est une question que les auteurs de traités d'éloquence, dont le plus célèbre peut-être est Dante, au début du XIVe siècle, dans son traité de l'éloquence en langue moderne, donc qu'il appelle de l'éloquence vulgaire, cette question apparaît en premier. Qui a pris la parole le premier? Alors, Dante revient aux Écritures, aux Saintes Écritures, et il dit qu'il découvre scandalisé que la première qui aurait pris la parole, ça serait la femme. Aux yeux de Dante, même s'il faut toujours croire bien sûr ce que disent les Saintes Écritures, cela est impossible, car il est incongru, dit-il, de penser qu'un acte si noble du genre humain ne soit pas en premier l'œuvre de l'homme plutôt que de la femme. Dante se trompe, comme vous le savez, vous vous en rappelez peut-être, car enfin, ce n'est pas la femme qui prend au paradis la première, selon la Genèse, c'est bien l'homme. Mais chose intéressante, la première parole qui nous est rapportée de l'homme désigne la femme. Voici la femme, dit Adam. Parole qui lie donc un couple amoureux, un couple mu par le désir. Lorsque Ève prend la parole, ce n'est qu'ensuite. Et comme vous le savez, elle ne prend pas la parole seule, elle prend la parole pour répondre à quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas Adam, mais le serpent. Ève répond, et elle répond à une parole de séduction. Voulez-vous manger la pomme? Et séduite, elle répand cette parole ensuite de séduction auprès d'Adam, et vous savez les conséquences fatales de cette prise de parole féminine. Ainsi donc, d'emblée, la relation de la femme, du désir, du couple et de la parole est problématique, et l'univers courtois, en quelque sorte au Moyen-Âge, s'empare de ces questions et autour de plusieurs points de vue. Et je vais simplement vous en présenter ici trois. Alors là aussi en dialogue. D'abord, les femmes qui deviennent amoureuses, comment l'amour leur apprend-elle à parler? Ensuite, parlent-elles de la même manière que les hommes lorsqu'elles sont amoureuses? Et puis quand on est une femme, enfin, peut-on parler d'autre chose que d'amour? Peut-on parler hors de l'univers de l'amour courtois? Peut-on parler contre l'amour courtois, éventuellement? Donc, ce petit parcours, je vais le commencer d'abord par cette question toute simple: comment la parole vient-elle aux femmes lorsqu'elles tombent amoureuses? On a parlé tout à l'heure, on l'a dit, du lien entre l'amour, la poésie, pour reprendre le titre du poète Paul Éluard, l'amour, la poésie. Enfin, l'amour, la poésie pour les hommes, hein, parce que, on en a parlé à l'instant, ces jeux qui parlent dans la poésie courtoise, ces jeux auxquels on s'identifie parce que tout le monde ressent ce sentiment amoureux, c'est quand même un jeu essentiellement masculin. L'amour, la poésie, l'amour souffle poétique, c'est une affaire d'homme. Pourquoi? Alors, il y a bien des raisons. Une des raisons possibles est soutenue par la vision médicale que le Moyen-Âge, mais bien plus loin que le Moyen-Âge, en réalité, pendant tout l'Ancien Régime et jusqu'à la naissance de la médecine moderne, développe des natures opposées de la femme et de l'homme.
comme vous le savez, nous ne sommes pas faits pareil. Il y en a qui viennent de Vénus et puis d'autres de Mars, etc. Au Moyen-Âge, on pense ça sous la forme des humeurs. Hein, vous savez, les humeurs, le chaud, le froid, l'air, la terre, la bile, le sang, etc. Et femmes et hommes s'opposent. L'homme est un être chaud, c'est un être de souffle, et donc tout naturellement, il porte en lui à la fois le désir et le désir d'en parler, de parler de l'amour. La femme est froide, elle n'est pas frigide, voilà, c'est dire ça. Enfin, disons, elle est froide, et elle est liée à la terre, elle n'a pas donc de prédisposition naturelle à prendre la parole amoureuse. C'est la raison, peut-être, parmi bien d'autres, pour laquelle elle est essentiellement celle à qui on parle d'amour, l'objet, et celle qui reçoit la poésie ou bien le roman d'amour. Dans les romans courtois, on en a parlé tout à l'heure, il y a la poésie médiévale et puis il y a le roman qui met en scène l'amour courtois. Dans les romans courtois, la femme est très souvent, donc en tant que personnage, montrée comme celle qui écoute la parole amoureuse, soit parce qu'on lui adresse, soit parce qu'elle lit des romans qui la relaient. Ainsi, dans une très jolie scène du Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes, vous savez, ce très célèbre roman du dernier quart du XIIe siècle, le protagoniste, Yvain, entre dans un domaine enchanté, d'ailleurs pas très engageant, et il va chercher les maîtres de ce domaine, et il tombe sur la fille de la maison. Et elle est en train, cette jeune adolescente, de lire un roman, je ne sais pas de qui, dit le romancier. Peut-être qu'elle lit un roman de Chrétien de Troyes, mais enfin, on ne nous le dit pas. Et lisez en un roman, je ne sais de qui. La femme est tout naturellement lectrice, elle est tout naturellement auditrice. Alors, quand elle devient amoureuse, elle aussi, peut-elle prendre la parole? Et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer. Comment prend-elle la parole? À travers quelques exemples qui seront issus de romans courtois du XIIe et du XIIIe siècle. Mon premier exemple, donc des oratrices, ces amoureuses qui deviennent oratrices, mon premier exemple sera issu, vous voyez comment c'est bien accordé, du roman d'Énéas dont on vous a parlé tout à l'heure. Alors ce roman, c'est un roman au sens propre, c'est-à-dire c'est la mise en français de l'Énéide de Virgile. Roman, mettre en roman, ça veut dire traduire au départ, mais ça veut dire aussi inventer une histoire que l'épopée romaine n'a pas racontée. Alors qu'est-ce que Virgile ne nous a pas raconté? Virgile nous a raconté l'héroïsme d'Énée, il nous a raconté la passion destructrice de Didon, mais ce qu'il ne nous a pas raconté, c'est l'amour courtois, puisque évidemment Virgile pouvait difficilement le connaître, qui va se nouer entre Énée et sa petite fiancée romaine, Lavinia, celle dont le mariage va lui rapporter une partie de l'Italie et va permettre la fondation de Rome. Voilà une lacune. La jeune fiancée, la jeune timide, on ne sait rien d'elle dans Virgile, elle n'est qu'un nom. Le romancier anonyme qui s'empare du texte de Virgile et qui écrit un roman dans cette période où l'amour courtois devient une sorte d'univers littéraire dominant au milieu du XIIe siècle, change tout à fait le personnage de Lavinia, devenue Lavine. Alors, elle est fiancée à ce chef troyen qu'elle ne connaît pas. Et dans le roman, Lavine décide d'aller voir quand même ce futur fiancé d'un peu plus près. Elle a donc une audace que ne lui prête pas Virgile. Et du haut de sa chambre à coucher, située naturellement en haut d'une tour, elle observe l'armée troyenne et essaie de regarder le chef. Et alors, il est beau, il est grand, il est audacieux. Et elle en tombe amoureuse. Cupidon, dit le texte, envoie une flèche qui perce par les yeux de la jeune fille son cœur. Et tout aussitôt, cette jeune fille qu'on n'a pas beaucoup entendue jusque-là se met à parler dans ces monologues amoureux dont on a parlé tout à l'heure. Oh mon Dieu, que m'arrive-t-il? J'ai chaud, j'ai froid, dans quelle étagère, etc. Et se développe en elle un dialogue avec, non pas encore avec lui évidemment elle, mais avec elle-même et avec amour. Amour qui apparaît alors comme l'école des femmes, celui qui est le maître, qui les éduque par le désir, qui leur donne la capacité de se découvrir intérieurement, de découvrir qu'elles sont femmes, qu'elles sont amoureuses et d'en parler. Amour, à t'école mamie, amour, tu m'as mis à ton école et voilà maintenant que je sais bien ma leçon. Elle sait si bien sa leçon que aussitôt elle passe de la parole intérieure à l'écrit, prend une lettre,
déclare son amour à Énéas, se saisit d'un arc et d'une flèche, oui, parce qu'à l'époque on a ça dans les chambres à coucher des jeunes filles, et fait envoyer la flèche. Alors vous voyez, la flèche de Cupidon, c'est très beau, elle l'a reçue, elle envoie sa petite lettre amoureuse, sa déclaration, par une flèche du haut de la tour à Énéas. Il est frappé, non pas heureusement pour lui, par la vraie flèche, tiens, qu'est-ce que c'est, mais il ouvre la déclaration amoureuse et tout d'un coup, cette jeune femme qui lui dit « je vous aime », il tombe amoureux d'elle. C'est quand même bien plus beau que la fantomatique Lavinia de Virgile. Donc l'amour, c'est l'école des femmes, comme plus tard le rappellera en quelque sorte Molière. Mais lorsqu'elles sont amoureuses et qu'elles sont adultères, parce que l'amour courtois, c'est beaucoup plus rigolo, et ça s'est fondé là-dessus. Lorsqu'elle est mariée, vous savez, bon. Et on a parlé tout à l'heure de Tristan et d'Iseux. Alors Tristan hésite entre deux femmes, la blonde, la blanche-main, etc. Que fait Iseux? Iseux, elle n'hésite pas. Elle choisit Tristan. Mais elle est mariée. Et se pose du coup pour elle la question de comment j'en parle. Puis-je parler de mon amour? Or, ce que va illustrer dans le roman de Béroul la figure d'Iseux, c'est une femme dont l'éloquence amoureuse tire vers la tromperie. Alors vous savez comme elles sont, hein, dès qu'elles commencent à parler, en fait, elles mentent, en réalité. Elles mentent pour protéger leur amour. Surtout lorsque cet amour les conduit à être accusés d'adultère et traînés éventuellement devant la justice. C'est ce qui arrive à Iseux. Lorsque Marc est en... Vous savez qu'il y a cette scène merveilleuse où Marc, dans l'arbre, s'est caché dans l'arbre, le mari dans l'arbre au début, pour essayer de saisir les amants adultères. Il n'y arrive pas la première fois, mais il est bientôt convaincu que Tristan et Iseux sont amants, et il traîne sa femme devant un tribunal convoqué par le roi Arthur. Et là, Iseux va subir l'épreuve de Dieu, ce qui ne rigole pas. Et donc, il faut qu'elle dise la vérité, il faut qu'elle avoue qu'elle est amoureuse et qu'elle a trompé son mari. Mais parce qu'elle est amoureuse, son éloquence est rusée. Lorsque, vous connaissez cette scène célèbre, peut-être, lorsque Iseux arrive au tribunal, avant d'arriver au tribunal, elle a un petit guet à passer, une sorte de lieu un petit peu boueux comme ça. Donc Tristan s'est caché, il a fui, il n'est pas complètement fou non plus, donc il a fui, mais déguisé, il accompagne la procession qui amène Iseux vers le procès et qui risque de décider de la vie de la jeune reine. Et Iseux est bien au courant que Tristan est là déguisé en mendiant. Pour passer la petite rivière qui mène jusqu'au tribunal, elle fait signe à ce mendiant anonyme dans la foule et lui dit « Pouvez-vous m'aider à ne pas mouiller le bas de ma robe ?» Bien sûr, enfin, il dit « Je ne sais pas s'il parle, enfin peu importe, pour il se met à quatre pattes. » Elle monte sur ses épaules et elle passe. Bon, anecdote. Mais lorsqu'elle arrive devant les juges, avez-vous jamais, Iseux, trompé votre mari? Êtes-vous une femme que la passion a égarée? Elle répond non. Je n'ai jamais tenu entre mes cuisses que mon mari et cet homme-là, ce mendiant, qui m'a fait passer la petite rivière. Alors tout le monde rigole, comme vous, le mendiant, etc. Sauf qu'elle dit bien sûr la vérité, tout en mentant à la justice, et à la justice de Dieu. L'éloquence d'Iseux, c'est une éloquence qui joue des codes de la justice, qui pourtant est sont bien étrangers aux femmes. Mais que ne peut pas faire l'éloquence amoureuse lorsque les femmes le sont? Alors, dernier exemple, est-ce que les femmes amoureuses ne devraient pas plutôt apprendre à se taire dans le couple? C'est une question d'actualité, mesdames. Nous l'avons toutes vécue, je pense. Et c'est une question que traite Chrétien III, encore une fois, dans son premier roman, au milieu du XIIe siècle. Un roman qui met en scène un couple amoureux, mais un couple marié. Alors on est au bord de l'amour courtois. Éric et Énide sont des amants courtois, oui, ils s'aiment, mais ils se sont mariés. Je dis mais, parce que normalement l'amour courtois c'est plutôt adultère, etc. Donc là, c'est un couple marié très heureux. Si heureux même que Érec, absolument passionné par sa femme, passe son temps à coucher avec elle et ne gouverne plus son royaume. Nous espérons tous que ce genre de situation est fictive et ne peut absolument pas arriver dans la réalité. Et Énide entend les rumeurs publiques contre son époux qui commence à... La rumeur publique commence à dire ça va bien, il faudrait quand même qu'il sorte de la chambre à coucher. Elle en est si affectée qu'elle se demande s'il faut qu'elle lui en parle.
Et elle décide que oui. Et elle lui dit, voilà, votre réputation est entachée par le fait que vous me portez un amour passionné, moi aussi, mais il en est terriblement vexé. D'abord de la rumeur publique, et surtout que ce soit sa femme qui lui dise. Et il décide alors de tout quitter, part à l'aventure en entraînant Enid et en lui disant « Plus jamais vous ne m'adresserez la parole, puisque vous avez en quelque sorte péché envers moi, vous avez apporté le déshonneur, je vous interdis à jamais de m'adresser la parole si vous voulez que nous restions ensemble. » Et ils partent à l'aventure. Vous savez, à l'époque, l'aventure dans la forêt, c'est très dangereux, on rencontre des chevaliers félons, des nains, des géants, enfin, tout comme ça. Et à chaque fois que Érec et Enid rencontrent un danger, lui ne voit rien, les fait mine de rien voir, et elle se dit, mon Dieu, j'ai vu le danger, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je lui dis pas. Et bien sûr, elle lui dit, ah mon Dieu, attention sur votre gauche, etc. Et il réussit, il remporte la victoire contre Félon qui l'attaque, et puis il se retourne derrière en disant, c'est pas possible, je vous dis de vous taire, c'est possible ça, de vous taire, vous m'aimez, mais taisez-vous. Et c'est une sorte d'épreuve commune. Dans le mariage, l'éloquence amoureuse de la femme doit passer par le silence. Et c'est ce que apprend Enid et Érec avec elle. Alors voilà, pour un premier, comment par l'amour les femmes apprennent-elles à parler, parfois à parler, et puis ensuite à se taire. Mais il y a un deuxième point, il ne faut pas hésiter, parce que vous voyez, moi je suis une femme, alors dès qu'on me donne la parole, je parle. Il ne faut pas hésiter à me dire oui, stop. Oui, puisque vous m'invitez gentiment, en fait, Érec est très content qu'Enid prenne la parole et l'avertisse du danger. Et Chrétien précise qu'il la réprimande, mais qu'au fond de son cœur, il en est très joyeux parce que c'est une preuve d'amour. Et enfin, si vous me permettez de revenir, il est vrai que l'amour courtois est souvent adultère, mais le présenter comme nécessairement adultère, c'est une sorte de plaisanterie qu'on trouve dans un traité amusant, en fait, sur l'amour courtois, écrit à la cour de la comtesse Marie de Champagne, la protectrice de Chrétien III, mais qui ne correspondent pas à ce qu'on trouve régulièrement dans la poésie. On trouve des amours adultères, on trouve des amours qui ne sont pas, et les amours adultères offrent quand même une difficulté. Et l'avantage, c'est que quand l'amour est adultère, ou quand celle qu'on aime, quand celle qu'on aime est mariée à un autre, elle ne vous doit rien du point de vue de l'homme. Et donc, l'homme n'est pas tenté de faire pression sur elle, il ne peut pas. Et donc, l'amour est plus pur. Même s'il n'est pas chaste, cet amour n'est pas nécessairement chaste, mais il est plus pur, parce qu'il respecte plus la femme. Et évidemment, Estelle Doudet parle au nom de son sexe, alors elle se sent brimée, etc. Mais enfin, l'amour n'est peut-être pas tellement considéré comme une affaire d'homme, parce que, au contraire, la nouveauté de la poésie des troubadours, et à partir d'elle, des romans courtois qui s'en inspirent, etc., c'est d'en faire une affaire d'homme. Mais dans la littérature d'Antiquité, quand il est question d'amour, justement, dans l'épopée, dans la tragédie, généralement ce sont les femmes qui sont amoureuses. Donc, c'est Didon qui est amoureuse d'Énée. C'est pas Énée qui est amoureux d'Didon, il la laisse monter sur son bûcher pendant que lui va accomplir son destin. C'est Médée qui est amoureuse de Jason. Jason l'utilise, conquiert la toison d'or. Médée coupe son petit frère en morceaux pour elle, et ensuite tue ses enfants. Ça, c'est de l'amour tout de même. Et c'est Déjanire qui tue Héraclès, mais sans le vouloir, en lui mettant la tunique de Nessus, mais en pensant qu'ainsi il lui redeviendra fidèle. Chaque fois, quand on parle d'amour, ce sont des héroïnes, comme si, et à propos d'héroïnes, les héroïdes de Virgile, d'Ovide, ce sont des lettres fictives d'amoureuses, comme si, et les auteurs sont des hommes, comme si, pour dire l'amour,
on avait besoin de le projeter, non pas sur les femmes, mais de l'attribuer aux femmes, de le placer dans la bouche des femmes. Et je dis que les plus anciens témoignages qu'on a sur une poésie amoureuse dans nos langues ou au Moyen-Âge, ce sont des chansons de femmes. Il y a des conciles, il y a des décisions pontificales à partir du 8e siècle qui condamnent les carmina, les luxuriosa et diabolica et les rondes des femmes sur les parvis et jusque dans les églises. Et les plus anciens fragments conservés de poèmes dans langue romane, dans les langues modernes dérivées du latin, ce sont ce qu'on appelle ce sont des rajas romanes, ce sont des citations dans des poèmes arabes d'Al-Andalus, donc de l'Espagne arabe, à la fin de poèmes en arabe ou en hébreu, parce qu'il y a des poètes juifs, des citations en langue romane, en vieil espagnol, si on veut. Eh bien, ce sont des citations, donc des citations de la poésie de la population conquise. Et ce sont des fragments de chansons de femmes. Toujours, toujours. Alors que les poèmes où ils sont cités ne sont même pas, parfois ne sont même pas des poèmes d'amour, mais des panégyriques. Ça se termine par 2-3 vers sur ce ton propre à la chanson de femme, ce ton à la fois sensuel et candide, une sorte de sensualité candide, comme si c'était innocent, comme si la femme ne pouvait même pas juger du bien et du mal de l'amour. Hélas, ma mère, il n'est pas venu, que ferais-je? Je suis allée à la fontaine et je l'ai attendue, belle, etc. Et c'est comme si, supposez la présence du fait, un poète écrivait en anglais un poème à la gloire du président Trump, s'il s'en fout, vous voyez, et à la fin, ça se terminerait en français dans le texte par « Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai ». C'est fait comme ça. Grâce à ces poètes arabes, on a ces fragments, ce sont des fragments de chansons de femmes, et pendant tout le Moyen-Âge, Estelle le dira, on a en contrepoint à cette poésie amoureuse savante, qui est généralement une poésie masculine, une poésie, une voix féminine, mais quand nous connaissons les auteurs, ce sont très souvent des hommes, presque toujours des hommes, mais qui prennent la voix féminine pour avoir un contrepoint plus simple, popularisant, créant une sorte de contraste piquant comme un goût de folkloriste. Et à ce moment-là, c'est cette voix souvent grave et mélancolique, parfois grivoise, mais toujours simple, des femmes qui se fait entendre. Excusez-moi, je ne peux pas m'arrêter. Dès qu'on leur laisse la parole. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça va tout à fait. Arrêtez-moi. Alors, justement, la voix des femmes, quand ce sont elles qui écrivent les textes, puisque, enfin, si tant est qu'on puisse, parce que là encore, on ne sait pas si c'est vraiment elles, mais ce que je vous ai montré dans les représentations des héroïnes, ce sont des représentations, effectivement. Qu'arrive-t-il lorsque ce sont des écrivaines qui parlent d'amour? Parlent-elles comme les hommes? Et puisqu'on a parlé de Rimbaud d'Orange tout à l'heure, et de ces dialogues que ce grand poète provençal du XIIe siècle a noué avec ses homologues masculins autour de l'amour, parlons aussi de l'aventure que la tradition attribue, l'aventure amoureuse, que la tradition attribue à Rimbaud d'Orange avec cette Traubaeritz, c'est-à-dire cette troubadour au féminin, qui est Béatrice de Die. Donc, juste, on va peut-être essayer de lui donner sa voix à ce personnage en écoutant un petit passage de son œuvre sans doute la plus célèbre, Quand il me faut chanter et même quand je ne le veux pas. Et vous avez ici la traduction, je reprends la parole dès qu'elle a cessé de chanter. Perché vos
troubadouresses, cette Trobairitz, elle adresse à son amant, supposé en tout cas, Rimbaud d'Orange, des chansons amoureuses. Au premier abord, ces chansons ressemblent terriblement par leur style, par leur rhétorique, si on peut dire, à celle des hommes, même plainte sur un sentiment non partagé, même plainte sur une passion qui consume celle ou celui qui la vit, même adresse à l'autre ou à qui on envoie cette chanson, vous voyez ici sur le texte, c'est ce qu'on vient d'entendre, sans savoir s'il va répondre. Assez souvent, néanmoins, dans ces chansons de femmes, et vous en avez parlé tout à l'heure, il y a l'émoi amoureux, il y a la passion, et puis il y a la crainte, non pas, ça c'est l'homme, est-ce qu'elle ne m'aime pas, mais pour la femme, est-ce qu'il ne m'aime plus? Ce qui est une temporalité parfois un tout petit peu différente. Alors, comment parlent les femmes amoureuses? Est-ce qu'elles ont exactement, comme semble le montrer Béatrice de Die, la même manière de parler d'amour que les hommes? C'est ce que je voudrais essayer de regarder à travers deux exemples célèbres, alors que vous connaissez bien, je pense, celui d'Héloïse, et puis, si j'ai le temps, un tout petit peu celui de Marie de France. Héloïse l'amoureuse, par excellence peut-être, cette femme qui, intellectuelle, laisse tout pour l'amour d'Abélard. Vous savez qu'il y a un petit problème entre-temps et que donc du coup elle se retire dans un couvent où, devenue prieure d'un couvent qu'Abélard a fondé après qu'ils se soient séparés, ils échangent des lettres. Héloïse échange des lettres avec Abélard, notamment au moment où Abélard publie son texte « Histoire de mes malheurs », où il raconte la malheureuse aventure qu'il a eue avec Héloïse et les conséquences fatales sur sa carrière d'universitaire, la carrière universitaire d'Abélard, bien sûr, vous me suivez. Or, dans cette histoire de mes malheurs, selon la lectrice Héloïse, eh bien, Héloïse est un peu choquée de voir qu'Abélard ne parle pas vraiment de qu'est-ce qui s'est passé exactement entre eux. Et dans ses lettres, elle lui rappelle l'extraordinaire passion qui les a liés et qui l'a lié, elle, à Abélard, elle qui a tout sacrifié pour lui, et on a alors une éloquence féminine qui se déploie sous le signe de la passion, de la sensualité, d'un désir qui, malgré leur statut désormais de moine ou d'abbesse pour elle, continue à brûler dans le cœur d'Héloïse. Et vous savez, c'est ce passage célèbre où elle rappelle que lui a été tout pour elle, et tellement tout qu'elle a oublié le mariage, elle a laissé de côté tout ce qu'elle aurait pu avoir et qu'elle a préféré, dit-elle, être appelée fille de joie, prostituée, concubine, plutôt que femme mariée. Parce qu'en s'humiliant ainsi, elle avait plus de droit à la reconnaissance d'Abélard. Alors, je fais ici un hommage, en employant le terme humilié, au très beau livre que Michel Zinc vient de publier sur l'humiliation, le Moyen-Âge et nous. Autre forme d'humiliation, ici, en tout cas, c'est cette éloquence de la passion. Donc, là où Abélard représente la raison philosophique, d'ailleurs, il lui répond « Ma chère sœur, tout ça est derrière nous », elle parle, et alors avec ce ton qui est le ton de l'émotion. Est-ce que l'éloquence des femmes, c'est l'émotion? Est-ce que ça repose là-dessus? Est-ce que ça repose sur l'implication du corps? Est-ce que ça repose sur l'implication d'une voix taraudée par le désir? Alors cette réflexion, on pourrait la mener avec une contemporaine d'Héloïse qui écrit un tout petit peu après elle, à savoir Marie de France. Marie de France n'est pas une amoureuse célèbre, mais c'est une auteure connue, célèbre, de textes d'amour courtois, en particulier de contes amoureux, les laits, qui paraissent au milieu, qui sont diffusés au milieu du XIIe siècle. Au début de son texte, Marie de France revendique la même éloquence que les autres écrivains. Dieu a donné de l'éloquence à certains, dit-elle, et ces gens-là doivent diffuser leur capacité à écrire. J'en suis une. Mais, alors que les écrivains hommes s'attachent, dit-elle, à traduire des livres latins un peu compliqués pour les diffuser auprès du public, par exemple, certains traduisent l'Énéide dans le roman d'Énéas, moi, je vais faire quelque chose de différent. Moi, je vais retrouver des voix du passé, des voix enfouies, celles des contes d'autrefois, alors contes irlandais, gallois, etc., que je vais mettre en écrit pour ne pas qu'ils se perdent. Marie-France se présente non comme une savante, mais comme une savante d'un genre particulier, une savante qui recueille dans sa voix et dans son écriture une mémoire portée par des corps enfuis.
C'est comme s'il y avait une sorte de convergence dans cette éloquence des femmes, rien à voir a priori entre Héloïse et Marie de France, et pourtant il y a des choses qui se croisent. L'éloquence des femmes, telle qu'elle est mise en scène par les femmes elles-mêmes, semble-t-il, c'est l'éloquence où le corps, où le cœur a le pas sur l'esprit. Et on trouve peut-être, me semble-t-il, cette réflexion encore pendant longtemps. Et là, je vais faire une petite plaisanterie à l'égard de mon maître et voisin. Y a-t-il... Alors, je vais passer cette diapositive, s'il vous plaît. Et il voit l'image et il fait un petit son. Alors, y a-t-il du coup des genres genrés? Je veux dire par là, est-ce que les hommes et les femmes parlent d'amour exactement de la même manière? Vous avez dit tout à l'heure, Michel Zinc, les femmes, c'est d'abord la voix primitive. Finalement, les premières chansons d'amour qu'on a, c'est des chansons portées par les femmes, et on les entend, alors, probablement écrites par des hommes, je ne sais pas, peut-être. Et alors on entend quelque chose de charmant, à la fois d'innocent et de passionné. Elles n'ont pas conscience de ce qu'elles disent, mais en fait c'est sensuel, sans lettres, et tout ça vous titille terriblement. Alors moi ça me rappelle... Vous dites que ça me titille, ça me titille. Je vais pas jusque-là, cher maître. Mais enfin, ça a titillé des prédécesseurs, et ça me rappelle une histoire alors assez célèbre, et on quitte le Moyen-Âge, si vous voulez, pour nous rendre dans un siècle qui a beaucoup fantasmé le Moyen-Âge, et qui est le 19e siècle, ce 19e siècle romantique où on découvrait le Moyen-Âge. Et au début du 19e siècle, en 1803, on a découvert une femme, poétesse, qui s'appelle Clotilde de Surville. On l'a découvert parce que dans les greniers de la famille de Surville, il y avait un vieux manuscrit, un grimoire, où l'ancêtre avait écrit des petites poésies amoureuses. Et alors, on a publié ça, et c'était une découverte extraordinaire, une femme poétesse, qui, dans ses poésies, rentrait en dialogue avec l'un des plus grands poètes du XVe siècle, Alain Chartier. Donc voilà, de nouveau, le dialogue de la femme et de l'homme, et Clotilde de Surville disait à Alain Chartier, votre poésie et soit ne s'intéresse pas aux femmes, soit ne prend pas leur point de vue, etc. Et elle développait une voix féminine. Et l'éditeur, dans l'édition de 1825, met le lecteur du XIXe siècle au défi de voir dans ces poèmes de Clotilde de Surville autre chose que des poèmes de femmes. Car enfin, y retrouvons-nous pas ces poésies où le cachet du sexe le plus tendre et le plus désintéressé dans ses affections est si fortement empreint? On entendrait donc la voix des femmes, impossible à confondre, si ce n'est que Clotilde de Surville est une forgerie, une mystification, une falsification. Elle n'a jamais existé, c'est une de ces nombreuses falsifications dont le XIXe siècle est friand. Mais apparemment, on peut inventer une femme, surtout si on la considère comme une poétesse amoureuse. Ils se sont pas, les gens qui ont inventé Clotilde de Surville auraient pu dire c'est la plus grande philosophe du Moyen-Âge. Bon, non. Non, ils ont dit c'est une poétesse extraordinaire, c'est une mère. Vous avez tout un tas de peintures ensuite qui sont développées. Donc il y a cette caractérisation, mais je peux peut-être dire un mot là-dessus. Le cas de Clotilde de Surville est très intéressant parce que le faux a marché. Un certain nombre de personnes, y compris des gens assez compétents, ont considéré que c'était vraiment une poétesse du début du XVe siècle. Or, pour nous, il est évident que c'est une poésie marquée par le XVIIIe siècle finissant. C'est très indiqué comme quoi on est aveugle à ses propres modes. On ne voit pas ce qui trahit sa propre époque. Le seul vraiment compétent à avoir marché et avoir dit c'est certainement authentique, c'est Charles Nodier. Mais nous avons quelques raisons de penser que Charles Nodier était le faux être. Donc il avait tout intérêt à se prendre au jeu. Mais c'était a tout à fait raison, ça montre l'idée qu'on se fait d'une sensibilité féminine. Mais ça marche aussi au Moyen-Âge, puisque ces poètes prennent la voix féminine pour un certain ton amoureux. Il y a des chansons, du XIIIe siècle, on avait des chansons de toile parce que les femmes étaient supposées les composer en travaillant leurs travaux d'aiguille, et les chanter en travaillant ces travaux. Elles sont anonymes. Quelques-unes sont d'un auteur connu qui est un homme, comme Paul Bacard, mais elles sont un peu plus tardives. Et dans une chanson anonyme, le poète parle de lui-même dans la dernière strophe,
et c'est un homme. Et c'est une femme qui a été mise en scène tout le long, et à la fin il dit « Et je, qui cette chanson-ci, sur la rive de mer pensif, commande à Dieu Bélaïdi. » C'est moi qui ai composé cette chanson mélancolique sur le bord de la mer. Je recommande à Dieu la belle Aélis. Voilà. Or, l'héroïne de la chanson s'appelle Oriolande. Donc, il avoue qu'en fait, c'était une autre qu'il aimait. Donc, ce sont plutôt des strates de la sensibilité amoureuse qui sont réparties entre les hommes et les femmes, mais je crois que chacun est capable de prendre la voix de l'autre. D'ailleurs, il y a des strophes de la Comtesse de Die où on entend cette voix sensuelle, mélancolique, passionnée, d'une sensualité qui n'a pas conscience d'elle-même et de ce qu'elle a d'impudique. Mais dans la strophe que l'on chantait là, la strophe aurait pu être composée par un troubadour homme. C'est plus intéressant si chacun peut prendre la voix de l'autre que si on est enfermé dans son sexe. D'ailleurs, c'est plus la mode. Alors, je vous précise juste qu'il nous reste 5 à 10 minutes si on veut sanctuariser les questions du public. Je vais finir, si vous voulez bien. Donc on va un tout petit peu avancer. Mon dernier point, mais j'irai vite, c'est peut-on parler quand on est une femme autrement que dans le système, en quelque sorte, de l'amour pour toi. Et donc je vais un petit peu avancer pour arriver en fait encore, s'il vous plaît, à la présentation d'une femme qui s'est posé ces questions encore, s'il vous plaît, qui est Christine de Pisan, au XVe siècle, puisque nous en avons parlé tout à l'heure. Donc encore, il faut avancer un petit peu, encore. Voilà. Donc, à la fin du au XVe siècle, à la fin du Moyen-Âge, la question de l'amour pour toi et des femmes, évidemment, se pose dans deux perspectives. D'abord, est-ce que l'amour pour toi n'est plus qu'une éloquence vide, qui a tellement tourné pendant plusieurs siècles que, au fond, les femmes ne peuvent plus en être convaincues, ou du moins qu'elles commencent à se poser des questions sur les discours qu'on leur adresse. Et est-ce que ce n'est pas cette poésie pour toi, ces romans pour toi, des textes qui véhiculent des représentations de la femme et du rapport de la femme et de l'homme dangereux pour les femmes elles-mêmes? Alors cette position, c'est celle de Christine de Pisan, qui va consacrer sa carrière à aborder ces questions. L'amour pour toi est-il simplement une parole, et une parole dangereuse pour les femmes dans la mesure où elle circule partout? Elle pose cette question dans une de ses premières œuvres qui réfléchit à cela, à la fin du XIVe siècle, donc l'Épître au Dieu d'amour, en disant, je traduis ici le texte qui apparaît, il y a tellement dans tous les livres et dans tous les romans, on trouve ces beaux éloges des femmes propagés par les Armands courtois, de telle sorte que ces derniers peuvent vaincre sans difficulté ces femmes simplettes qui sont des ignorantes petites femmelettes. Autrement dit, les lectrices, les auditrices, etc., peuvent se laisser prendre, d'autant plus que cet amour courtois, désormais, il y en a partout. Donc, péril pour les femmes, parce que si elles se laissent prendre à ce qui n'est au fond qu'un jeu, peut-être pour les hommes, eh bien, il leur arrive évidemment, ils tombent dans un danger social. Alors, la réflexion de Christine de Pisan, je passe là-dessus, mais ce n'est pas elle est femme, donc elle la porte, mais elle va se développer par la suite. Et j'ai parlé tout à l'heure d'Alain Chartier, le supposé poète qui dialoguait avec Clotilde de Surville. Dans La Belle Dame sans merci, Alain Chartier met en scène un dialogue amoureux, l'homme et la femme, sauf qu'elle ne veut plus entendre parler d'amour pour toi. Et donc, dès que lui dit « Vos beaux yeux me font mourir d'amour, sauvez-moi, je tombe malade, etc. », elle lui répond « Mes yeux, mes yeux je regarde avec, hein, alors c'est pas de ma faute si vous trouvez que c'est des flèches qui sortent. Et puis, vous êtes malade, mais c'est que j'y fasse, etc. » Donc, on a une sorte de satire de l'amour pour toi en tant que discours qui est porté tout au long du XVe siècle. Mais pour revenir à Christine de Pisan s'interroge sur ces questions. Est-ce que l'amour pour toi n'est pas un discours, n'est pas une éloquence périlleuse pour les femmes qui l'écouteraient? Et par ailleurs, est-ce qu'elles ne peuvent pas, elles, parler d'autre chose que d'amour? Et c'est une question qu'elle pose, j'ai fini, je vous rassure, via le débat sur le roman de la Rose, qui ouvre en quelque sorte la carrière de Christine, et où, merci, on va la voir s'opposer, donc elle, la poétesse, dans une querelle, la première querelle littéraire de la littérature française, sur ce grand roman, qui est le débat sur le roman de la Rose, donc sur le roman de la Rose, donc Christine d'une part, qui s'oppose à des humanistes, alors c'est Pierre et Gontier-Coll, et qui sera soutenue, encore
slide, s'il vous plaît, par Jean Gerson. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de mettre, en quelque sorte, de réfléchir sur un texte. Donc, merci d'avancer. Voilà, encore, merci. Donc, de réfléchir sur un texte réversible, hein, le roman de la Rose, qui dans sa première partie, donc roman du XIIIe siècle, propose une vision courtoise des relations entre hommes et femmes, et une vision tout à fait anti-courtoise dans sa deuxième partie. Première partie rédigée par Guillaume de Loris, la deuxième par Jean Demain. Christine Le Pisan est choquée par l'extraordinaire diffusion et succès de ce livre, en particulier dans sa partie féminine, anti-féminine, misogyne, qui amuse beaucoup les humanistes avec lesquels elle dialogue sur ce texte. Et elle apporte d'abord un premier argument, parce qu'elle dit « moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce texte. Ce texte est un texte périlleux pour les femmes et pour l'équilibre social. » Alors les humanistes disent « oui, mais enfin, c'est une bonne femme, elle a compris, etc. » Et Christine dit « mais au fond, est-ce que ce ne serait pas aux femmes de parler d'elles-mêmes et de dire ce qu'elles pensent de l'amour, de ce qu'elles pensent de la relation à l'autre, parce que c'est tout de même elles qui ont l'expérience de cette relation. » Et les auteurs Guillaume de Loris et Jean Demain, à ce qu'on sache, ne sont pas des femmes. Donc parler d'amour courtois ou parler contre l'amour courtois de la part d'hommes, aux yeux de Christine, laisse toujours dans l'ombre la figure, la voix féminine justement, qui ne parvient pas à s'imposer. Donc ça c'est son premier argument. Et son deuxième argument, deuxième slide, merci, est-ce qu'au fond toute cette littérature, qu'elle soit courtoise et anti-courtoise, si importante, au fond hégémonique depuis le XIIe siècle, n'est pas sans utilité? Et Christine Le Pisan, qui se veut philosophe, qui se veut, on dirait peut-être femme politique, ou en tout cas une femme engagée dans les affaires publiques de son temps, propose un parallèle que vous voyez ici, en disant si nous étions à l'époque des Romains, qui donnaient toujours la palme aux œuvres qui posaient des questions d'utilité publique, le bien social, le bien commun, la res publica, etc. Est-ce que dans ce contexte-là, qui est évidemment un contexte les humanistes à qui elle parle sont très sensibles, est-ce que ces petits romans d'amour ou ces petits romans misogynes, ils auraient vraiment une utilité? Évidemment, la réponse à cette question, c'est plutôt non. Donc, elle remet en quelque sorte en cause cette relation qui est mise en place entre la femme, l'amour et la parole, en revendiquant, en disant à la fois qu'elle-même est seule, parce qu'elle a perdu son mari, Christine, et donc elle est veuve, et qu'elle n'a plus de compagnon, elle n'a plus non plus de seigneur, et que Solette, elle est, mais que Solette aussi, elle veut être, dans la mesure où c'est à elle maintenant, en tant que femme, d'assumer une voix qui n'est pas seulement une voix courtoise, elle écrit beaucoup de poésie courtoise, mais qui s'ouvre aussi à d'autres formes d'éloquence, et notamment à l'éloquence politique. Pour finir, je vais lui laisser peut-être sa voix, Christine, dans ce texte. Solette aussi, c'est celui-là. Merci Michel Zin. Nous allons maintenant passer aux questions de la salle. Nous avons réussi à préserver 25 minutes. Afin de faire tourner au maximum la parole, je pense que nous allons procéder par salle de questions, sans doute de 3 questions. La courtoisie qui est de mise ce matin vous obligerait à ce que la première intervention soit féminine, mais ne vous forcez pas outre mesure. Qui souhaite s'exprimer? Monsieur Cornu. Merci. En préambule, je voulais juste remercier déjà les conférenciers qui ont été extrêmement brillants. La conférence ce matin était très bien cernée et je pensais qu'on pourrait peut-être un petit peu déborder, entre autres sur l'aspect chevaleresque de l'époque et également sur l'aspect politique
On était à une époque extrêmement troublée, il y a eu la paix de Dieu, et en même temps, il y a eu les croisades qui sont déroulées pendant toute cette période. Donc, est-ce que nos conférenciers pourraient nous donner les rapports qui pourraient exister entre cette poésie et le monde social ou politique qui existait à cette époque? Merci. Merci. On va prendre quelques autres questions. N'ayez pas peur. Manifestez-vous. Bon, on va peut-être répondre à celle-là, histoire que les gens réfléchissent à d'autres questions. Oui. Alors, oui, monsieur nous oriente dans une direction tout à fait différente. On nous avait demandé de parler d'éloquence amoureuse, donc nous étions dans l'amour. Il est vrai, évidemment, que l'amour n'est pas le tout de la vie d'une société, qu'il s'est passé beaucoup de choses. Monsieur a cité la paix de Dieu et les croisades, c'est-à-dire deux éléments, d'abord en apparence contradictoires, d'une influence de l'Église sur la vie de l'époque. Voilà. La paix de Dieu qui a été une influence apaisante, parce qu'en décidant qu'un certain nombre de jours par semaine on ne pourrait pas se battre, on a essayé de limiter les conflits et d'aboutir à une sorte de société pacifique qui était évidemment l'idéal auquel on tendait. Et les croisades, évidemment, ont été des entreprises militaires, bien qu'elles n'aient été conçues de façon un peu ambiguë. Comme elles ont commencé par le débordement de la première croisade populaire, qui est les pogroms, les massacres, son passage, ça s'est très très mal passé. L'entreprise n'était pas une entreprise de conquête, c'était une entreprise, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'est mal terminé. Il s'agissait d'avoir des établissements chrétiens en Terre Sainte pour faciliter le pèlerinage. Et du coup, toute l'ambiguïté de l'histoire des croisades vient de ce qu'on ne voit plus comme ça. Mais c'est autre chose. Du point de vue... si je ramène la question au sujet du jour, eh bien, on a un reflet de ces actions, de cette vie politique du temps, naturellement, dans l'éloquence amoureuse aussi. Et on l'a de deux façons. On a, d'une part, dans la littérature religieuse. Tout cela, il y a très peu de littérature profane à l'époque, tout cela est mêlé, n'est-ce pas? Mais on a une réflexion constante sur ce qu'est l'amour au regard de la vie de la société et de la vie tout court. C'est-à-dire que d'un côté, on a cette poésie, ces romans qui parlent de l'amour-passion, de l'errance, etc. Et en même temps, un effort constant pour repenser cet amour à l'intérieur de toutes les formes de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour ce qu'on appelle l'amour naturel, c'est-à-dire l'amour qu'on éprouve pour les gens de sa famille qui vous sont liés par la chair et le sang, sans que ce soit un amour érotique, etc. Et on le voit très bien simplement dans l'évolution de la poésie. Au XIIe siècle, on a ces romans, cette poésie d'amour, etc. Et au XIIIe siècle, on a une sorte de poésie, le siècle des sommes scientifiques, sommes théologiques, sommes politiques, où on repense le savoir et les découvertes de l'époque précédente. Eh bien, on a des constructions poétiques autour de la totalité de l'amour. Et Estelle Doudet en a cité deux grands exemples. Il y a le plus grand, c'est Dante, naturellement, où on voit une œuvre entière faite sur l'approfondissement de l'amour, de la découverte de l'amour dans la Vita Nuova pour une femme, pour Béatrice, jusqu'à une sorte de plongée dans l'histoire entière, dans la Divine Comédie, et pour arriver à l'amour de Dieu au moment où Béatrice devient l'Église et cède la place à Saint-Bernard. On a aussi dans le roman de la Rose, qui a été lu par certains comme une œuvre antiféministe, par d'autres non, parce que c'est une œuvre encyclopédique en réalité, qui n'a pas un point de vue unique,
mais on ne sait pas ce que pense l'auteur, mais qui donne la parole à toute une succession de personnages et qui crée et qui écrit une sorte d'encyclopédie abordant toutes les questions politiques, sociales, sociétales, comme nous dirions aujourd'hui, les questions de mœurs, les questions politiques, les questions scientifiques, sur l'astronomie, sur tout ce qu'on veut, tout cela autour de la question de l'amour prise du point de vue de nature, et c'est pourquoi ça a choqué à la fois les tenants d'amour courtois et de l'encompréhensible plaisant, c'est-à-dire le mot m'échappe, la survie de l'espèce. Il faut, nature dans sa forge, doit travailler sans cesse à créer de nouvelles créatures à cause de la loi de la mort, parce que nous mourrons. Et tout le monde entier, de l'amour d'un homme pour une femme à la révolution des astres, tout cela tourne, vient de ce fait que l'univers est placé sous la loi, sous la mort. Et à cet égard, on peut, toutes les questions rejoignent l'amour et rejoignent une sorte de peinture frappante, sinon toujours éloquente, de l'amour. Ou encore, un dernier exemple, on vous a dit les troubadours, ça se tarit un peu à la fin du XIIIe siècle. Mais dans les années 1280, un juriste de Bézieux, probablement Francisco de Villiers franciscaine, s'appelle Frère Mambo, qui se définit comme maître en loi, puisque c'est un juriste, maître en loi et esclave de l'amour, écrit un bréviaire d'amour. Un bréviaire, c'est un abrégé, l'étymologie le dit, et c'est un texte religieux. Mais là, il y a 35 000 vers et encore, c'est pas fini. Et il y a une grande miniature au début montrant toutes les formes d'amour que je disais tout à l'heure, l'amour de Dieu, la charité, etc. Et à travers cela, il peint la société tout entière et la vie tout entière pour aboutir au périlleux traité de l'amour des dames. Là, ça devient heureux, et qu'il traite à partir des citations des troubadours, ce qui montre que ces poètes d'amour qui paraissent légers servaient à cette grande construction. On pourrait citer le catalan Raymond Lull, le grand théologien, logicien qui a influencé Leibniz, poète, prédicateur, philosophe, en fait, tout ce qu'on veut. Donc, toutes les questions que vous soulevez, eh bien, sortent de notre sujet. La paix de Dieu, mais la question est celle de l'amour. Comment une religion de l'amour peut-elle tolérer qu'on se batte? Les croisades, on dirait, c'est plus douteux. Mais enfin, on veut aller faire ses dévotions au tombeau du Christ et se faire pardonner ses péchés. Et nous avons beaucoup de chansons de croisade. Et ces chansons de croisade sont, à l'exception d'une de Walter von der Vogelweide, d'un Allemand, sont toutes des chansons d'amour. Hélas, pour elle, c'est à cause d'elle que je soupire en allant en Syrie, car nul ne doit manquer à son Créateur, qu'il lui faudra, en ce besoin d'elle, qui montera dans le besoin d'elle où il est, et sachez qu'il lui faudra en grignour. Et là, c'est là on doit servir son Seigneur, là où on acquiert paradis et honneur, et prix, estime et louange, et l'amour de son ami. Et cette chanson de femme, peut-être écrite par un homme, elle raconte que son ami est parti pour la croisade, chanterai pour mon courage que je veux réconforter. Et elle l'a accompagné pour la première étape, et à ce moment-là, il lui a donné le cilice que les croisés portaient en signe de pénitence sur la première étape. Et elle dit, la nuit, quand l'amour pour lui me pique, me pointe, je mets ce cilice avec moi à coucher très étroitement contre ma chair nue pour adoucir mes maux. Elle se frotte contre le cilice quand le désir est trop fort. Voilà la croisade, mais ça nous ramène à nos amours féminines. Enfin, vous me direz qu'on pense qu'à ça. Enfin, on nous a fait bien comme ça.
Doudé, vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, alors moi je vais rejouer je suis quinziémiste, donc spécialiste de Quattrocento, il y a plus de 3 âges. Plutôt il y en a, mais elles ne sont pas victorieuses. Et au moment où l'Empire ottoman est en pleine expansion, Constantinople tombe, le prestige de la chevalerie, et avec elle de la chevalerie, le prestige de la courtoisie, de la vie courtoise, et avec la vie courtoise, l'amour, est remise en cause. Et en même temps, cette remise en cause, on a cette remise en cause aussi de ces grandes constructions syncrétiques. Donc je dirais que le XVe siècle voit plutôt le développement d'œuvres critiques, à la fois face, alors toutes ne sont pas, hein, mais à la fois face à la chevalerie qui a manqué à ses devoirs et qui continue à manquer à ses devoirs sur les champs de bataille de la guerre de 100 ans, et sur la guerre civile. Et cela entraîne bien sûr des critiques, j'en ai dit un mot avec Chartier, avec Christine Pizan, etc., sur ce qu'est cette armature sociale qui soutient l'amour courtois avec d'autres. Et donc il me semble qu'au XVe siècle, il y a une assez forte différence qui s'inscrit, enfin qui s'exprime par le fait que le terme de poète, qui est évidemment toujours très positif, petit à petit va néanmoins céder sa place hégémonique, un poète qui se dit amoureux, qui se dit courtois, et c'est ça au fond le top, si j'ose dire, pour la littérature, cède sa place à ce qu'on appelle les orateurs, c'est-à-dire ceux qui revendiquent une éloquence qui est l'éloquence publique, l'éloquence civique, l'éloquence que nous appellerions engagée dans les affaires sociales et militaires, etc. L'amour pouvant faire partie de ces affaires, mais probablement étant plutôt, faisant plutôt partie de ce monde critiqué, de ce monde de la courtoisie, de la chevalerie, etc., qui en partie est en faillite au XVe siècle. En partie seulement, il se reconstruira par d'autres biais, notamment par une réflexion sur le courtisan, etc., à la fin du XVe, au début du XVIe siècle. D'autres questions? Oui. Bonjour et encore merci pour votre merveilleuse intervention. Donc je voulais revenir un petit peu sur ce que vous avez évoqué. Pouvez-vous parler fort? Je suis sourd comme un pot, je suis vieux. Oui, j'avais peur de parler trop fort. Parce que je suis enseignante et on me le reproche souvent. Donc je faisais un effort. Plus nous vous entendons, plus nous sommes heureux. C'est un grand honneur, merci. Je voulais revenir justement sur le lien entre la religion et le film à mort, et notamment par rapport à l'adultère que vous évoquiez tout à l'heure. Donc vous avez en partie répondu grâce à l'intervention précédente, mais j'aurais souhaité que vous approfondissiez, si cela était possible, et surtout savoir si, au travers de cette poésie du film à mort et de cette louange en quelque sorte de l'adultère, il n'y aurait pas une pique en quelque sorte envoyée à l'endroit de la religion austère au Moyen-Âge. Je vous remercie. Oui, allez-y. Non. Avant de répondre, on peut peut-être voir s'il y a d'autres interventions. Oui, d'accord, oui. Comme ça, on répondra dans le bloc. On va libérer l'amphithéâtre. Je usurpe un peu mon rôle, mais je tenais à vous poser cette question. En travaillant sur la programmation du festival l'année dernière, j'étais tombé sur un texte d'Aragon qui s'appelle La leçon de Libérac, où il explique que toute la poésie qu'il a composée pendant les années d'occupation, qui est faite en hommage à Elsa Triolet, en fait est une glorification de la France et de son indépendance, et que son inspiration a été trouvée dans le modèle du Pleu Sauveur et donc de la poésie médiévale. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette inspiration chez Aragon? Est-ce que vous sauriez nous donner d'autres exemples de figures de poètes ou de poétesses qui, dans les siècles qui ont suivi la disparition de l'amour courtois, s'en sont inspirés? Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question que personne n'ait de regret en sortant de cette salle? Oui, monsieur. Oui. Merci pour
cet exposé. Une question courte vu l'heure. Que pensez-vous de la ceinture de chasteté? Merci, monsieur. Pour tout ça, on a 10 minutes. Alors, pour ces 3 questions. Vous prenez la ceinture de Je pense que c'est un mythe. Voilà. Vous me permettez de prendre à l'envers. Alors la leçon de Ribérac, je vous remercie d'avoir cité la leçon de Ribérac, qui est un texte vraiment magnifique. Et Aragon connaissait très très bien la poésie du Moyen-Âge. On voit leçon de Ribérac parce que Ribérac est lui l'origine d'Arnaud Daniel, qui est un des plus grands troubadours admirés par Dante. Et dans les poèmes de cette période, c'est-à-dire les poèmes de la guerre et de la résistance d'Aragon, les poèmes qui ont des titres médiévaux ou qui s'inspirent de la poésie médiévale sont très très nombreux. Et qui parle, le chrétien de Lancelot, je suis ce chevalier qu'on dit de la charrette qui savoure le Maine, ignore ce qu'il craint, et mourut parmi les malandrins comme choisit mourir Jésus de Nazareth. Ou Perceval, un heureux couple qui vont rêver au bord des eaux, suivre sur le regard leur miroir, le fil des éphémères, surprendre le secret du vent dans les roseaux, et comme Perceval au jardin de sa mère, écouter longuement le latin des oiseaux. Et au jardin de sa mère, c'est la poésie populaire, c'est auprès de Mablon, au jardin de mon père, l'Élisa, son jardin. Le latin des oiseaux, c'est typiquement la poésie médiévale, et c'est admirablement réunir les deux. Et il réunit les deux parce qu'il a cette idée qui est à la fois une idée poétique et une idée politique, du lien entre la poésie populaire et la poésie médiévale, lien qui est faux en ce sens, la poésie courtoise et la poésie aristocratique, qui est vrai en ce sens qu'il y a bien un goût popularisant à l'intérieur même de la poésie du Moyen-Âge, on voit avec les chansons de femmes, et parce qu'il y a la poésie du Moyen-Âge est transmise en se popularisant à travers les chansons populaires, à travers la littérature de colportage, etc. C'est une idée romantique, et les autres poètes qui se sont inspirés d'Afinamor, ce sont essentiellement les poètes romantiques, un peu français, mais surtout allemands, Uhland, Heine, qui s'inspirent quelquefois directement de poèmes des troubadours. Là, enfin, on pourrait en parler indéfiniment, ce que je ne fais pas, rassurez-vous. Et en fait, à partir de la fin du XVIIIe siècle, donc à partir du Sturmdrang en Allemagne et de l'époque de Percy, de Macpherson en Angleterre, il y a une mode constante du Moyen-Âge et une recherche constante d'origine à la fois sentimentale, idéologique, religieuse, selon les courants et selon les personnes. Pardon. Pour religion et Finamor, adultère, etc. Donc, ce n'est pas en ancien français ou en ancien occitan amour délice et orgue, c'est-à-dire la règle n'existe pas et amour est féminin même au singulier. Ce qui est important parce que souvent dans ces poèmes, on est obligé de garder, même en traduisant amour au féminin, parce qu'il y a une ambiguïté, est-ce qu'il s'adresse à l'amour, est-ce qu'il s'adresse à celle qu'il aime? Je ne l'ai jamais eu, mais elle m'a toujours en son pouvoir, amour, avec un rejet, ça. Mais elle, c'est celle qu'il aime, là aussi. Enfin, et alors, évidemment, que cet amour passionné, cet amour sensuel, cet amour souvent adultère, est une provocation à l'égard de la scène morale et la scène morale religieuse. Mais pas exactement comme on le verrait. D'abord, parce que, bon, cet amour n'est pas toujours adultère, comme j'ai dit, parce que certains poètes et certains romanciers réfléchissent sur cette contradiction. Chrétien de Troyes, qui est en fait un moraliste, essaye de sauver l'amour conjugal.
il essaye où il montre les difficultés et qu'il faut les comprendre et les surmonter. Il le montre dans Érechkénide, il le montre dans Le Chevalier au Lion, et dans Sivan, et dans Cligès, le roman tout entier est fait comme un effort pour traiter Tristan et Iseult de façon morale. Et Tristan et Iseult était une histoire qui choquait, enfin, qui à la fois fascinait, qui était un modèle et qui choquait, parce que Marc est l'oncle, le roi Marc est l'oncle de Tristan, qu'il y a un rapport à la fois familial et vassalique, et à cause du filtre. Beaucoup de poètes, dont chrétiens, mais d'autres, disent « Moi, j'aime mieux que Tristan, parce que Tristan, c'était pas malin, il avait bu le vin, il pouvait pas faire autrement, vous avez, tandis que moi, je vous aime parce que je vous ai choisi. » Bon, il y a ça. Mais il y a aussi que dans ce domaine, la sévérité de l'Église n'était pas exactement, ce n'était pas une sévérité victorienne, en fait. Il était admis qu'une dame ait des soupirants. Et tu auras d'entrer dans ce genre de détails, mais on a l'impression que la limite à ne pas franchir, c'est la pénétration. Et puis, ça met en danger la légitimité de la descendance, etc. Et que jusque-là, beaucoup de choses sont tolérées. Et ça vaut aussi pour l'autre orientation. Il y a des poèmes ou des témoignages, des poèmes d'amour, enfin, qui pour nous sont des poèmes d'amour, qui s'attendent entre moines, par exemple. Et pour nous, ce sont des poèmes homosexuels, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ils n'étaient pas compris comme ça. Il y avait une tolérance à une tendresse entre personnes du même sexe qui allait très loin, mais qui s'arrêtait aussi très vite. La sodomie, c'était le péché, comme les hérétiques. Mais jusque-là, on allait assez loin. Et enfin, il faut voir que cette poésie ou ces romans, cette littérature courtoise est une littérature du respect de la femme. Puisque surtout, il ne faut rien faire qu'elle n'autorise pas. C'est une littérature qui peut, alors on peut la trouver, elle ne correspond pas à la façon dont nous traitons les femmes aujourd'hui, mais c'est une littérature du respect de la femme. Beaucoup plus que la littérature cléricale de l'époque. Parce que la littérature cléricale, elle, est attentive aux faiblesses de la femme. De sorte que les textes grivois sont beaucoup plus souvent des textes d'origine ecclésiastique. Et les textes courtois sont des textes plus respectueux qui évitent à employer un vocabulaire grossier, qui ne sont pas des textes chastes, mais qui ne décrivent pas l'acte sexuel, qui utilisent l'euphémisme, qui jettent un voile ou une gaze à l'endroit où l'ébène se mêle aux roses, comme disait je ne sais pas qui est vraiment. Alors que les fabliaux sont des gros plans constants sur les parties sexuelles, si je puis dire, et sont du coup beaucoup moins érotiques. Mais il ne faut pas croire non plus que je dis que les curés sont paillards, etc. Pourquoi ? Les textes de l'époque accusent les moines, disent, les revues des États du monde disent, les seuls qui sont sauvés par leur État, ce sont les paysans qui nous restent à faire aller le peuple de Dieu. Mais les chevaliers sont violents, les prélats sont cupides, les marchands sont voleurs, les moines sont paillards, etc. Donc, mais, je termine sur autre chose, c'est qu'il y a en même temps avec la conception de la femme qui est celle de l'époque, donc la femme plus faible que l'homme, plus froide, enfin, mais aussi moins intellectuelle, moins gouvernée par la raison et plus par son instinct. On considère, il faut vraiment pas regarder ce qui se passe, mais on considère que la femme est plus gouvernée, plus dominée par l'instinct sexuel que l'homme. Mais on en tire des conclusions attentives. Il faut bien la traiter à cause de cette faiblesse. Et je sais pour finir un traité, ça s'appelle La Somme le Roi, que Philippe le Hardy a fait écrire par un dominicain pour l'éducation de son fils, le futur Philippe le Bel.
Et il y a un chapitre de morale sexuelle et de morale conjugale. Et le bon dominicain dit ceci: les femmes sont pudiques. Et donc, et ça me gêne la question de la parole et du silence. L'épouse, quand elle a envie, n'ose pas demander. Et il faut que le mari soit très attentif à percevoir qu'elle en a envie. Et à ce moment-là, la satisfaire. Parce que s'il ne le fait pas, à ce moment-là, il est coupable. Et si elle le trompe, il n'a que ce qu'il mérite. Et c'était une idée tellement répandue qu'on la trouve, je parlais des fabliaux, dans un fabliau qui, lui, le traite ça de façon comique et grivoise. C'est un jeune couple et... c'est chaud. Oui. Et bien, que vous voulez. Si Madame Boulay veut ajouter quelque chose après. Un mot, mais non, mais allez-y. J'allais dire un jeune couple. Et justement, la jeune femme n'ose pas demander quand elle en a envie. Parce qu'elle n'ose pas nommer ces choses-là. Eh bien, son mari lui dit, eh bien, vous n'avez qu'à dire que Morel a envie d'avoine. Morel, c'est le nom traditionnel d'un cheval noir, la mûre, le mort, etc. Bien, cette dame était brune. Morel a envie d'avoine. Ah, elle trouve que c'est formidable. Du coup, sans arrêt, Morel a envie d'avoine. Elle dit tout le temps que Morel a envie d'avoine, et il regrette bien de lui avoir dit ça, parce qu'il est épuisé. Mais c'est la même leçon que celle de frère Laurent. Il faut... on ne peut pas dire l'Église qui réprime et puis les autres, c'est ça, c'est pas ça. C'est très compliqué. Moi, c'était donc juste pour, je finis là-dessus pour revenir à la Provence et via Aragon, vous posiez la question, est-ce qu'il y a d'autres poètes qui se sont inspirés de cette convergence entre l'amour courtois médiéval et puis des réflexions patriotiques, on va dire, pour Aragon aussi, la figure de France à travers la figure d'Elsa. Pour Aragon, donc, ce sont souvent des lecteurs de Charles d'Orléans, qui a lui-même beaucoup travaillé sur, à la fin au XVe siècle, sur la convergence entre l'amour courtois et l'amour pour la France, amour de loin, dans le cas de Charles d'Orléans. Et je pense bien sûr à la figure de René Char, qui est le contemporain, bien sûr, d'Aragon, et qui revient sur les pas d'un autre poète courtois dont on n'a pas parlé, mais que vous connaissez très bien ici, qui est Pétrarque. Et bien sûr, à travers la figure de Laure, qui inspire beaucoup Char, c'est à la fois une ode à la femme, une ode à la nature provençale et une ode à la France.